Bienvenue dans le débat. La guerre en Ukraine semble être passée au second plan depuis le conflit au Moyen-Orient. Et pourtant, plus de 4 ans après le début de l'invasion russe, Zelensky a décrété un cessez-le-feu depuis hier soir pour répondre à l'annonce par Poutine d'une trêve du 8 au 9 mai pendant la célébration de la guerre patriotique par les Russes. Le président ukrainien qualifie cette décision du président russe de cynique alors que les bombardements se poursuivent. La Russie a lancé 3 missiles et 108 drones sur l'Ukraine depuis hier soir, justement, signe du refus de Moscou de la trêve ukrainienne. Il y a eu 26 morts dans les bombardements russes à Zaporijjia et à Kramatorsk. Mais sur le terrain, au mois d'avril, pour la première fois depuis l'été 2023, les positions de l'armée russe ont reculé et l'Ukraine multiplie aussi l'envoi de drones en Russie, comme celui, vous allez voir sur les images, qui a détruit un immeuble à Moscou. C'était lundi. Dans ce contexte, la Russie se prépare au défilé du 9 mai, qui pourrait être moins ambitieux, avec un Vladimir Poutine qui passerait de plus en plus de temps dans des bunkers par crainte d'une tentative d'assassinat, selon en tout cas une note des services de renseignement européens publiée dans la presse. Zelensky était présent, lui, au sommet de la communauté politique européenne en Arménie lundi, où 40 dirigeants ont réitéré leur soutien à l'Ukraine. Dans la guerre des trêves, donc, entre Zelensky et Poutine, où en est-on finalement dans le conflit? Malgré les bombardements russes, les Ukrainiens prennent-ils l'avantage sur le terrain? Comment Poutine prépare-t-il les cérémonies du 9 mai? Est-il affaibli? Et puis quel espoir d'un cessez-le-feu entre les deux pays alors que les États-Unis sont engagés au Moyen-Orient? On en parle avec mes invités. Pascale Joannin est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. En face de vous, Antoine Wittkin. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et réalisateur du documentaire La vengeance de Poutine, mais aussi Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. Et puis, ça, c'est celui qu'on voit s'afficher, votre film. Et puis, vous avez préfacé ce livre qui vient de sortir. Alors, ce n'est pas sur Poutine, mais sur MBS, le fameux prince héritier saoudien, l'homme qui voulait être roi. Donc, votre préface, et c'est aux éditions Saint-Simon. Ça vient de sortir. Guillaume Lagan est avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et également spécialiste des questions de défense. Bienvenue à vous. Et Vera Grandseva est avec nous. Bonsoir, politologue et enseignante également à Sciences Po. Le président ukrainien donc accuse Poutine, je vous le disais, d'ignorer les efforts à préserver les vies humaines. La guerre des trêves entre Zelensky et Poutine. On fait d'abord un point en images. L'espoir d'une trêve aura été de courte durée. À Zaporijjia hier, les frappes russes sur cette station-service ont fait 12 morts, l'attaque ayant endommagé de nombreux immeubles d'habitation voisins, avec pour les civils un cauchemar qui semble sans fin. J'étais sur le balcon, je rentrais. Je venais d'entrer quand tout a explosé. J'ai couru pieds nus, j'ai juste réussi à attraper mon sac. Il ne reste plus aucune fenêtre. Tout est tombé au premier étage dans mon appartement. Je tremble de partout, je suis paralysée. Même scène d'horreur dans plusieurs villes du pays, comme Kramatorsk ou Kharkiv. Au total, une trentaine de personnes ont été tuées depuis hier, alors que Kiev avait décrété une pause dans les combats et que la Russie semblait laisser entendre qu'un cessez-le-feu était possible. Cela montre que la Russie rejette la paix et que ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne se soucie que des défilés militaires, pas des vies humaines. La voie du dialogue semblait encore bien loin. Ce matin encore à Soumy, où 2 drones ont frappé la ville, dont cette école maternelle, provoquant un incendie dont le bilan est encore inconnu. Mais les autorités locales mettent en garde contre de possibles attaques aujourd'hui encore et demandent aux habitants de rester dans les abris. Voilà, et on en parle avec mes invités. Pascale Joannin, je voudrais citer quand même le rapport Schuman 2026 qui vient de sortir. Vous êtes directrice générale de la Fondation, le voilà. Et Guillaume Lagan, votre livre Géopolitique de l'Europe, ça a évidemment un lien direct avec notre sujet. Antoine Wittkin, cette guerre des trêves, Poutine donc qui décrète une trêve le 8 et 9 mai, Zelensky qui a répondu tout de suite en disant que lui voulait une trêve depuis hier soir, trêve bien sûr non respectée du côté russe. Est-ce une façon de tester l'adversaire? Alors, je pense que l'initiative, au départ, vient des Russes et de Poutine. Et je pense que, de manière très prosaïque et à très court terme, il s'agit pour la Russie et pour Poutine de sauvegarder les apparences en vue du 9 mai, qui est un moment important, un moment politique important, à la fois à l'intérieur de la Russie et
vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, pour préserver une bonne organisation de ce défilé militaire, qui sera, on le sait déjà, sous une forme plus réduite que les années précédentes, les Russes, qui ont, pour parler clairement, ont la hantise d'attaques de drones ukrainiens, puisque la Russie subit des attaques assez fréquentes de drones, de missiles ukrainiens. Donc la Russie a proposé de manière unilatérale cette trêve, et de manière assez habile, les Ukrainiens, Zelensky, ont contre-proposé une trêve préalable pour pousser les Russes à rentrer dans cette logique-là, puisque les Ukrainiens ne cessent de proposer une trêve, en disant, écoutez, nous, ça s'arrête quand vous vous arrêtez. Oui. Ils sont agressés, il faut s'en souvenir. Et donc, évidemment, Poutine a dévoilé son jeu en ne respectant pas cette trêve. Mais du coup, les Ukrainiens vont-ils respecter la trêve annoncée par Poutine pour le 8 et 9 mai si la Russie, justement, ne respecte pas? C'est toute la question. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens ont annoncé unilatéralement cette trêve-là. Et effectivement, ils auront beau jeu de dire les Russes n'ont pas respecté notre trêve, pourquoi est-ce qu'on devrait respecter leur trêve? Donc je pense que c'est ça qui se joue. Et ça raconte le cynisme, évidemment, du Kremlin et le fait que la notion de négociation n'a au Kremlin pas beaucoup de sens. Parce que je vous rappelle, comme il faut s'en souvenir, qu'au moment où on parle, il y a par ailleurs des négociations, des supposées négociations. Et donc quand on voit que même s'agissant d'une trêve de quelques jours proposée par l'Ukraine, la Russie ne la respecte pas, on imagine comment se déroulent ces supposées négociations. Et pourtant, sur le terrain, Guillaume Lagan, 4 ans de guerre, si on regarde la carte, d'après l'Institut pour l'étude de la guerre, le think tank ISW, Institute for the Study of War, la zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué au mois d'avril de 120 km². Alors c'est peu, mais c'est un peu une première. Est-ce que c'est un revers pour l'armée russe ? Incontestablement, ce qu'on peut dire, c'est que l'armée russe, qui avait une forme de dynamique depuis, je dirais, l'automne dernier, elle avait conquis, alors avec des pertes importantes et des grands dégâts pour son matériel, des petites portions de l'Ukraine. Et effectivement, depuis quelques semaines, alors non seulement elle recule, mais elle a rencontré de graves difficultés opérationnelles, notamment liées à la coupure, vous savez, du réseau Starlink, puisque sur le front ukrainien, c'est un front qui est caractérisé par une totale transparence du champ de bataille. Tout le monde se voit, tout le monde s'observe. Et donc, le fait de ne plus pouvoir se repérer sur un plan et de savoir où sont vos adversaires, ça a été un grand problème pour la Russie. Ce que je voudrais dire, c'est que si on recule juste d'un court instant et qu'on regarde cette carte de l'Ukraine aujourd'hui et en 2022, en réalité, elle n'a pas considérablement évolué. C'est-à-dire que les victoires militaires russes qui sont incontestables, elles sont restées finalement assez limitées. Et je dois dire que cette observation est particulièrement cruelle pour le Kremlin quand on compare les opérations militaires russes aux opérations militaires américaines. C'est-à-dire que ce que les Américains ont réalisé en Iran, c'est-à-dire la quasi-destruction non seulement de la classe dirigeante, mais de l'essentiel des capacités aériennes, marines de l'Iran, évidemment les Russes auraient aimé faire la même chose. Et le fait qu'ils continuent à mener une guerre, d'une certaine manière, c'est une guerre du XXe siècle qu'ils continuent à mener alors qu'on est en 2026. Je pense qu'au Kremlin, le contraste est jugé avec cruauté. Vous êtes d'accord, Vera Krantseva? Il faut rappeler que les Ukrainiens maintenant multiplient, on a vu les images pendant l'introduction, l'envoi de drones en Russie. Donc cette nuit de lundi à mardi, l'engin a carrément éventré la façade d'un immeuble résidentiel, de luxe à Moscou. Ces opérations, on les appelle les opérations toile d'araignée, c'est ça? Est-ce que ça atteint le moral des Russes? Ça commence à atteindre le moral des Russes, mais surtout, ce qui atteint le moral des Russes, c'est les actions de son gouvernement lui-même. Parce qu'en fait, je vois beaucoup des Russes qui se plaignent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, non seulement des attaques des drones, ça, effectivement, ça est devenu la réalité dans plusieurs villes russes, au sud, mais aussi à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et récemment, juste hier, il y avait une attaque par un missile qui a atteint Tcheboksary, donc une ville sur Volga entre Moscou et Kazagne, qui a visé une usine militaire très importante pour la production de matériel militaire qui vise tous les jours l'Ukraine. Donc ça diminue la réalité des Russes d'aujourd'hui dans plusieurs villes et inclut le centre de la Russie, mais surtout aussi les actions de gouvernement lui-même qui coupent l'Internet, qui privent les Russes de leur quotidien un peu habituel. C'est ça y compris à Moscou maintenant. Voilà. À Moscou, par exemple, depuis hier, n'a pas d'Internet mobile. Il n'a pas d'Internet mobile. Elle sort dans les rues. C'était en capitale digitale de la Russie. Ils ne peuvent pas commander les taxis. Ils ne peuvent pas payer par
avoir les cartes bancaires, ils ne peuvent pas utiliser les cartes Google. Donc ça devient vraiment c'est nouveau. une partie de leur vie. Presque nouveau, parce que quand même, mi-mars, il y avait déjà cette coupure, après l'attaque sur l'Iran et la mort de Khamenei. C'était aussi les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais aussi, maintenant, ça devient de plus en plus régulier, ça devient un peu la réalité quotidienne que tu peux ne plus avoir l'Internet mobile. Et en plus, il faut aussi se rappeler, c'est très important, les problèmes économiques qui commencent à peser vraiment dans les sociétés russes au quotidien, avec les Russes qui voient plus des perspectives, comment ils vont sortir de cette guerre et comment, en fait, leurs enfants et leurs petits-enfants vont vivre dans ce pays. Pascal Joannin, alors comment les Européens regardent-ils ce qui se passe sur le terrain en ce moment? Et en particulier le fait, on parle effectivement d'une Russie qui commence à sentir cette guerre, et puis Poutine qui perd son grand allié en Europe, incarné par Orban. Ça, c'est tout de même un tournant. Il y a beaucoup de cartes qui ont été redistribuées ces dernières semaines, le mois dernier. La première a été donc en effet la défaite de Viktor Orban aux élections législatives. C'était le grand allié de le 12 avril. de En effet, donc il s'affichait pro-russe, vraiment. Ok. Et d'ailleurs, depuis ça, on s'aperçoit que ceux qui étaient plutôt derrière Orban, comme Fico en Slovaquie, ont fait un pas de côté, ont fait des propositions à Volodymyr Zelensky en disant mais finalement on va peut-être aider l'Ukraine. Je vais me rendre à Kiev, voilà. Donc un changement de donne du côté slovaque. Au niveau européen, il y a eu ce sommet des 23-24 avril où on a pu débloquer et le 20e paquet de sanctions contre la Russie et les 90 milliards d'aides à l'Ukraine. La semaine dernière, enfin au début de semaine, excusez-moi, en Arménie, Volodymyr Zelensky était là. On a en effet eu des signaux de nouvelles coopérations en matière de drones. La Commission a annoncé hier qu'il y avait des choses qui allaient être faites, parce que, je ne voudrais pas dévoiler ce que veut dire M. Lagarde, mais ils ont acquis, les Ukrainiens, une compétence en matière de défense depuis 4 ans et 3 mois bientôt. D'ailleurs, il était au Bahreïn hier, Zelensky, exceptionnel. pour vendre... Donc, en effet, sur les drones, et donc là, les drones eux-mêmes. la Commission a annoncé hier, en effet, cette alliance nouvelle entre l'Ukraine et l'Union européenne. Donc, on voit que les choses bougent plutôt dans un sens favorable, avec sur le terrain un besoin qu'avaient les Ukrainiens après l'hiver d'avoir un soutien, puisque les Américains ne le font plus, massif des Européens, pour en effet tenir dans une période où en effet on sent quand même Poutine être un peu fébrile. Alors Poutine, justement, Antoine Wittgen, est-il fébrile? On apprend dans la presse, selon une source proche des services de sécurité européens d'ailleurs, que Vladimir Poutine se bunkérise de plus en plus, qu'il ne sort plus d'ailleurs de ses bunkers, il ne va plus dans sa propriété estivale de Valdai, qu'il y a une méfiance autour de son entourage. On lit même d'ailleurs que Sergueï Shoïgu, donc son ancien ministre de la Défense, serait peut-être en train de fomenter un coup d'État. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on pourrait assister à une sorte de coup d'État au sein de ses proches? Je pense que si on apprend que Shoïgu médite un coup d'État, ça veut dire qu'il n'en médite pas ou qu'il serait déjà mort. Enfin, je ne sais pas d'où viennent ces informations. Ce qui est sûr, c'est que Poutine est de toute façon toujours paranoïaque depuis très longtemps. Je ne vois pas ce qui a fondamentalement changé. Il n'est pas encore plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, un certain nombre de sources, que j'imagine crédibles pour les journalistes qui les ont recueillies, ont véhiculé ces informations. Il faut les prendre quand même avec certaine prudence. Ce qui est certain, par ailleurs, c'est que Poutine n'est évidemment pas serein. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est effectivement Internet. Ça, couper Internet, ça veut dire compliquer la vie des gens, puisque le grand discours de Poutine, ça consiste à dire aux Russes, c'est-à-dire les Russes de Saint-Pétersbourg et Moscou, pour l'essentiel, tout va bien, je m'occupe de tout. Il y avait ces deux grandes villes et le reste de la Russie. Voilà, vos enfants n'iront pas mourir en Ukraine et tout va bien. Or, effectivement, couper Internet, ça veut dire quelque chose et ça se voit. Donc, effectivement, il y a des problèmes, il n'est pas serein. Mais je crois que depuis qu'il est au pouvoir, enfin quasiment depuis qu'il est au pouvoir, en tout cas clairement depuis 2014, il se vit comme un assiégé qui se défend contre des complots en permanence. C'est pas le premier et c'est pas le dernier. Bon, donc, et par ailleurs, dernière chose, même s'il n'est pas serein, ça c'est clair, et si dans la 5e année de guerre, imaginez si on nous avait dit en 2022 que 4 ans plus tard, Poutine serait dans cette situation militaire-là, à ne pas pouvoir tenir normalement les cérémonies du 9 mai, on n'y aurait pas cru. Donc ça, effectivement, il ne faut pas le sous-estimer. Juste le dernier point, c'est que je pense que je voudrais tempérer un peu le très très relatif optimisme dont on a fait part jusqu'à présent. Certains experts militaires disent que les évaluations de l'ISW sont un peu optimistes. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, les choses n'ont pas tellement changé. La Russie est à l'initiative
en permanence, elle grignote. Les Ukrainiens, pour le moment, sont sur la défensive, au prix de lourdes pertes, beaucoup plus lourdes du côté russe, mais également ukrainien. La Russie a les capacités de tenir dans le temps. Alors les Ukrainiens aussi l'ont montré, mais les choses sont malheureusement loin d'être terminées. Ce qui est vrai, et j'en termine là, c'est que les Ukrainiens portent des coups très durs à l'arrière, via des attaques de drones et de missiles à la Russie. Ça, c'est sûr. Ça, effectivement, là, c'est clairement l'initiative ukrainienne. Là, il y a un changement. Mais sur le front du Donbass en particulier, les choses sont très difficiles pour l'armée ukrainienne. Donc moi, je tempérerais vraiment notamment cette carte de l'ISW qu'on a vue. Je suis pas certain qu'elle soit un indicateur d'une réalité militaire. Mais ça ne bouge pas beaucoup tout de même, cette ligne. C'est ce que vous disiez, cette ligne de front. Oui, deux observations. Juste un petit retour sur M. Shoigu. Sous votre contrôle, le nom de M. Shoigu est souvent ressorti lorsqu'on projetait il était très proche, il faut le rappeler, très proche de Poutine, voilà, et ensuite avec chaque fois un petit bémol, on disait toujours oui, mais le problème c'est que son père est d'origine touvaine, je crois, République de Touva, donc comme c'est pas un russe ethnique, ça sera plus compliqué pour lui. Bon voilà. Mais en tout cas, là où je vous rejoins, c'est que prononcer son nom, c'est quand même désagréable pour lui. Je pense que ça s'inscrit peut-être dans un jeu de rivalité dans l'entourage du Kremlin. Sur le plan purement militaire, ce qu'il faut dire deux choses, c'est qu'effectivement l'ISW est à la fois objectif, mais souvent quand même un peu pro-ukrainien, donc il faut évidemment prendre ce qu'ils disent avec prudence. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est peut-être ça le plus important, c'est que en fait, la notion de territoire contrôlé, elle n'est pas exactement identique à ce que, par exemple, on pouvait avoir pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, vous n'avez pas un front extrêmement net entre les forces ukrainiennes et les forces russes. Lorsque vous interrogez les militaires, ils vous expliquent que vous avez en fait une sorte de no man's land qui peut faire entre 20 et 30 km de large, donc vous voyez, c'est extrêmement vaste, dans lequel vous avez des groupes de combattants qui s'entremêlent, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 80 à 90% des pertes, qui, je vous rejoins, elles sont très importantes côté russe, mais je crois qu'elles sont aussi très importantes côté ukrainien, lorsqu'on voit en particulier les échanges de cercueils, ils sont quand même au détriment des Ukrainiens. Donc 80 à 90% des pertes se font par l'entremise des drones. Donc, un des objectifs des deux assaillants, c'est d'éviter les regroupements importants de forces pour ne pas avoir justement les drones qui vous visent. Et donc, on a en fait un front extrêmement compliqué à mesurer. On pourrait quasiment parler d'escarmouche, si vous voulez. Et donc, la difficulté de savoir qui contrôle quoi est objectivement difficile à mesurer. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que les Russes ont la dynamique. Je crois quand même que le fait qu'ils aient perdu c'est quand même symptomatique d'une difficulté. Mais comme l'a dit monsieur Vitkin, que ce soit sur le plan du nombre de combattants russes engagés en Ukraine ou sur le plan des capacités de l'armée russe, il est évident que les Russes, aujourd'hui, conservent l'avantage sur les Ukrainiens, qui jouent à la défensive, mais qui, d'une certaine manière, sont parvenus à enrayer la dynamique qu'avait la Russie. Vera Grantseva, Poutine s'inquiète, à votre avis, justement, des fuites et des complots ? C'est assez typique pour tous les dictateurs. Donc ça, c'est une logique qu'il va suivre. Il va suivre d'ailleurs depuis déjà Covid. On a vu que depuis ce moment, Poutine s'est renfermé dans le bunker. Chaque personne qui devait se rendre pour le voir devait passer 2 semaines de confinement strict, même sans coiffeur qui peut passer chez vous. Donc j'ai des témoignages des gens qui ont passé ces confinements de la Russie. Donc bon, c'était assez dur. Et mais là, il semblerait qu'il y ait un service, que le contrôle de sécurité soit vraiment renforcé. Que son cuisinier ne puisse plus aller chez lui, enfin que vraiment tout l'entourage très proche soit très très contrôlé. Oui, effectivement, certains indices nous montrent qu'il y a cette paranoïa qui monte. Et encore une fois, ça n'a pas commencé hier, mais ça s'endurcit tous les jours, et notamment avec des problèmes quand même que la Russie a subis. Et Poutine lui-même, il a parlé des problèmes économiques récemment, il y a déjà quelques semaines, où il a mentionné ouvertement que l'économie ne va pas si bien que ça, et que bon, malheureusement, il a mentionné des raisons qui ont fait beaucoup rire les Russes, parce qu'il a admis les problèmes, sauf qu'il a dit que la raison, c'était 2 jours fériés de plus en février, et en janvier, et 11 jours fériés de plus en février. Donc les Russes étaient un peu aussi déstabilisés de voir le leader national qui n'arrive pas à expliquer bien d'où viennent les problèmes, même si c'est assez évident pour beaucoup des Russes. Qui commence à accepter la critique d'une certaine manière aussi, ce qu'on dit dans les changements. On a parlé de cette influenceuse qu'on a beaucoup vue. C'est la critique loyale, en fait. Ça, il ne faut pas le confondre avec la vraie critique
critique et la vraie opposition et le vrai mécontentement qui monte. Donc moi, j'aurais séparé ces deux choses. Mais ce que je vois, ce que je constate sur Internet russe, sur les commentaires, sur les vidéos, les reels que les Russes font sur Instagram, effectivement, il y a plus de critiques ouvertes, il y a plus de mécontentement, il y a plus de mise en question du régime. Pas à cause de la guerre, malheureusement, mais à cause des problèmes qu'ils doivent subir au quotidien, au niveau économique, au niveau d'Internet, au niveau d'accès, effectivement, aux plateformes internationaux. Donc, ça commence c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas vu ça avant 2026, mais depuis ces derniers mois, je vois que les Russes ont un peu perdu l'espoir qu'il y avait une porte de sortie de cette guerre, une porte un peu positive pour eux. Parce qu'avant, ils comptaient sur Trump beaucoup. Tous mes contacts russes me disaient t'inquiète pas, attends un peu, Trump va nous aider. Sauf qu'en 2026, ça devient évident que Trump ne va pas aider et qu'il n'y a pas de porte de sortie pour la Russie dans cette guerre. On va écouter justement Volodymyr Zelensky, voir ce qu'il a dit sur les négociations et ce que disent les États-Unis. Écoutez, les Américains ont discuté avec les Russes de ce qui pourrait se passer le 9 mai, un cessez-le-feu ou non. Mais personne ne nous a contactés officiellement, personne n'a rien proposé officiellement. De plus, il s'agit d'une guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et donc les États-Unis et la Russie discutent d'un cessez-le-feu. De quel type de cessez-le-feu s'agit-il? Il est important que nous sachions sur quoi ils s'accordent. Parce qu'à on voit quand même ce cessez-le-feu s'éloigner. En plus, on parle beaucoup de la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui. Et en parallèle, ce sommet dont vous parliez à Yerevan lundi, où il y avait une sorte d'enthousiasme européen autour de l'Ukraine, mais aussi autour de l'Arménie, avec ce désir d'Europe, ce désir de rentrer dans l'Union européenne, à la fois du côté arménien, puis du côté ukrainien. Et le président du Conseil européen, Costa, qui lui dit qu'il veut même carrément accélérer la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, et c'est son droit de le dire. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup d'obstacles techniques et juridiques avant que les choses ne se décantent. Mais il faut leur offrir la perspective parce qu'en effet, ils ont choisi délibérément de se rapprocher de l'Europe de l'Ouest et de couper les ponts avec la Russie. C'est la même chose en Arménie, quelque part. C'était des territoires qui étaient un petit peu sous contrôle russe. Et puis, finalement, à satisfaction de ce qui se passe, les Arméniens beaucoup plus petits, etc., disent aujourd'hui, écoutez, nous, on voudrait quand même aussi, un jour, nous rapprocher de l'Union. Ça va être plus difficile, alors, plus long, la Géorgie, l'Arménie... voilà. Mais le processus n'est pas engagé avec eux. Il l'est pour l'Ukraine, il l'est pour la Moldavie, autre territoire qui était soviétique dans la grande URSS. Non, ce qui est important, c'est que l'Ukraine, aujourd'hui, quand bien même elle a de plus forts petits bras que l'armée russe, se défend depuis 4 ans et demi remarquablement bien, a en effet acquis une technologie de guerre qui donne quelques succès. Ils ont quand même fait des frappes très très loin, pas sur le front, causant quand même quelques, j'allais dire, blessures d'amour-propre à la Russie, parce que quand même là, il y a quand même eu des choses. Et sur le 9 mai, moi je serais Vladimir Poutine, je m'inquiéterais un peu, parce que, en effet, comme vous l'avez dit, il y a eu en effet une trêve proposée, opportunément peut-être par Zelensky, en disant on fait une trêve aujourd'hui et demain, et puis il y a une trêve le 8 et le 9 mai, mais comme les Russes ne l'ont pas respecté, est-ce qu'en effet... Un petit coup symbolique, les Ukrainiens ne devraient pas porter un petit peu encore plus atteinte à l'amour-propre de Vladimir Poutine le jour du 9 mai, qui est la journée de l'Europe chez les Européens, mais la journée de la victoire, de aussi. Voilà, pour Poutine, juste à perturbant un petit peu, d'où peut-être le format un peu différent, parce qu'il y a peut-être en effet ces informations qui feraient que peut-être à ne pas avoir respecter le cessez-le-feu, cette fois-ci, les Ukrainiens pourraient symboliquement perturber le défilé. Quel est le format, en fait, de ce défilé du Alors, ils ne l'ont jamais fait. Mai. On a souvent pensé qu'ils pourraient interférer. Ils ne le font pas aussi, peut-être pour des raisons politiques. Par ailleurs, c'est quand même, ça reste la célébration de la victoire contre l'Allemagne nazie, à laquelle les Ukrainiens ont participé. Les soldats ukrainiens ont participé. C'est ça le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de soldats ukrainiens. Oui, évidemment, par ailleurs. Non, mais bon, ça, c'est l'histoire compliquée de l'Ukraine. Bien sûr. Mais d'un point de vue post-soviétique, les grands-parents de Zelensky étaient dans l'armée soviétique. Enfin, je veux dire, alors, ils ne le célèbrent pas le même jour. Ils pourraient défiler. Non, mais je suis d'accord. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, il faut garder en tête ce paradoxe, parce que du côté de Poutine,
Poutine, c'était évidemment un exercice de propagande gigantesque. Et donc, format plus réduit, c'est-à-dire, visiblement, pas d'éléments de chars, enfin de blindés sur place pour... Voilà, j'imagine, pour aller plus vite. Et effectivement, Poutine devra apparaître. Donc, j'imagine qu'à chaque fois qu'il apparaît personnellement, il est évidemment dans un accès de paranoïa. Mais c'est la même chose quand, il y a quelques années, il allait visiter telle ou telle usine. Enfin, dès qu'on sait auparavant où est-ce qu'il sera, c'est extrêmement compliqué. Il est très paranoïaque. Il est dans un régime violent dans lequel les tsars ou les présidents russes comme lui ont vocation à être victimes de tentatives d'assassinat et déboulonnés et à peut-être à céder la place à d'autres. Donc il vit dans cet environnement-là. Et des élus de la Douma ne vont pas participer, cette fois, ne vont pas assister à ce défilé du 9 mai. Ça, c'est nouveau. Normalement, il y avait aussi les fameux députés de la Douma. Donc est-ce que ça montre aussi cette fébrilité, cette inquiétude du côté de Poutine ? Effectivement, à mon avis, il y a plus de mesures de sécurité qui sont prises cette année, notamment parce qu'effectivement, la Russie n'avance pas très bien sur le front. Les Ukrainiens arrivent à taper sur Moscou, sur Saint-Pétersbourg et ailleurs. Donc, bien sûr, il y a la fébrilité par rapport à cette question. Et surtout, à mon avis, peut-être ils ne craignent pas le vrai coup d'État ou la vraie science de Poutine, mais ils craignent l'humiliation assez forte devant les yeux du monde entier, parce que c'est une grande fête quand même. D'habitude, l'année dernière, il y avait beaucoup de leaders mondiaux qui sont venus, Xi Jinping, il y avait autour de 20 leaders internationaux. Cette année-là, autour de Poutine, il n'y aura pas grand monde. En fait, il y aura quelques présidents des républiques qui ne sont pas reconnus, comme Abkhazie ou l'Est du Sud, ou la République serbe de Bosnie. Oui, donc c'est vraiment pas du tout le même format. Non, pas du tout. C'est pas le même qu'habituellement. Annulée depuis plusieurs années. Donc, juste une autre remarque importante. Avant, en Russie, c'était une grande fête familiale. On sortait avec des familles, non pour la politique, non pour Poutine, mais pour célébrer effectivement la victoire, pour lequel toutes nos familles ont contribué beaucoup. Chaque famille a perdu beaucoup de gens dans sa famille. Donc, c'était plutôt familial. Maintenant, c'est très formel, en fait. Pour accéder même à la place rouge, les Russes réguliers ne peuvent pas le faire. En fait, il faut avoir les invitations. C'est très, très strict. Il faut passer le filtrage. À Saint-Pétersbourg, la même chose. Dans les grandes villes, c'est la même chose. Donc, c'est devenu une grande fête de Vladimir Poutine, de son armée, de ses proches, mais pas du tout la fête du peuple comme c'était avant. Et pourquoi ne plus montrer justement tout cet arsenal ? Parce que c'était aussi ça. On montrait la puissance de la Russie avec Poutine lors de ce 9 mai. Écoutez, il y a plusieurs hypothèses, mais en tout cas, il est difficile de ne pas faire le rapport avec le conflit ukrainien et de se dire que, d'une certaine manière, l'armée russe est en sous-pression en Ukraine même. Vous savez, quand on fait en France le 14 juillet, ça mobilise une bonne partie de l'armée française, il faut le mesurer, c'est un exercice opérationnel très important. Donc je pense que l'armée russe aujourd'hui a peut-être fait remonter le message à M. Poutine que, compte tenu de la pression sur le front, il n'était peut-être pas raisonnable de faire déplacer vers Moscou des unités qui étaient peut-être engagées sur le front ou ailleurs. Et donc voilà, je pense qu'il est difficile de ne pas y voir une forme quand même d'affaiblissement de la Russie sur le plan militaire. Ce que je voudrais peut-être ajouter en rebond... Et une forme d'affaiblissement de Poutine aussi ? Alors, Poutine, vous savez, en vous écoutant, là, je pense à la biographie du fondateur d'Intel, vous savez, qui s'appelle Andrew Grove. Il a écrit un livre qui s'appelle « Seuls les paranoïaques survivent ». Et je pense que dans le cas de M. Poutine, comme effectivement de tout dirigeant autoritaire, dictateur, la paranoïa est quand même la condition de la survie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que même si c'est difficile de le savoir, le relatif affaiblissement militaire de la Russie, les difficultés qu'elle a quand même à contrôler son espace, là je rebondis sur ce que vous avez dit, parce qu'il y a un chose qui est tout à fait, il faut quand même mesurer pour nos téléspectateurs. Hier, c'est la ville de Perm, dans l'Oural, qui a été frappée par un drone ukrainien, donc de très longue portée, 1500 km de l'Ukraine. C'est quand même invraisemblable pour un État comme la Russie, qui est le détenteur du premier parc militaire nucléaire mondial, de voir aujourd'hui son territoire frappé à de multiples reprises, sans véritablement qu'elle réplique, si vous voulez, à l'Ukraine. Donc il y a une forme d'affaiblissement stratégique, et je pense que la population russe aujourd'hui commence à le mesurer. On a parlé de l'économie, on a parlé d'Internet, mais globalement, il y a peut-être aussi le sentiment qu'on ne sait pas très bien finalement comment sortir de cette affaire ukrainienne au mieux pour la Russie. Et je termine là-dessus. Les sondages qu'on donne quand même en Russie sont intéressants parce qu'ils montrent, même si c'est un pays extrêmement contrôlé, apparemment on mesure par des appels téléphoniques la popularité du président. Donc on peut imaginer qu'on fait attention quand même en répondant. Mais même à travers ce filtre,
on voit la popularité de M. qui Poutine en train dégringole. de se réduire. Enfin, elle se réduit de combien ? 60%. Il y a 60%. Ouais, 60, autour de 60. Bon, Mais c'est beaucoup, mais pour lui, c'est très peu, parce que bon, il partait à 90 d'habitude. Il y avait, voilà, c'était donc il y a quand même. Donc il y a quand même une fatigue, un mécontentement, 4 ans de guerre pour la Russie, même si vous disiez, Antoine. Il avait dit 3 jours, je fais mon affaire de Kiev et de l'Ukraine, voilà. Et 4 ans et 3 mois après, il n'y a pas de victoire. Il y a plus. Donc il y a vraiment quelque chose pour les Russes qui doit être quelque part. Qu'est-ce qui est arrivé à mon pays, à mon leader, avec cette armée, avec ce truc, pour ne pas réussir à gagner et être 4 ans et demi au même point quasiment que. Alors ça va pas le faire renoncer à continuer. Non, et c'est ce qu'on dit beaucoup, et c'est ça qui rend la situation particulièrement compliquée, c'est qu'il a joué son va-tout sur cette guerre. On dit aussi, cet article que vous citiez dit qu'il passe 70%, il passerait, je ne sais pas comment on peut compter, mais bon bref, il passerait 70% de son temps à se concentrer sur les opérations militaires au détriment du reste. Donc ça raconte le fait qu'il a joué beaucoup, et effectivement, moi je suis persuadé depuis le début, depuis 2022, mais c'est une intuition, que l'une des raisons pour lesquelles il a attaqué l'Ukraine, c'est non seulement une opportunité, il y a eu clairement une fenêtre d'opportunité, mais aussi parce qu'il se sentait déjà affaibli, et principalement en interne. Parce que, effectivement, la population russe, très certainement, vit mal la situation, mais les changements, a priori, ne viendront pas de la population. Je pense que le pouvoir russe est une machine à se survivre à lui-même et à survivre par tous les moyens. Quand vous voyez que les Iraniens, dans une situation bien plus détériorée, parviennent à garder le pouvoir, je suis à peu près certain que le pouvoir russe le parviendrait aussi. Mais D'où cette peur des coups d'État. En revanche, effectivement, les changements en Russie, et en particulier pour Poutine, dans sa tête, viennent beaucoup de l'intérieur de l'élite. Il y a des gens qui sont des concurrents, il y a des couteaux qui s'aiguisent et qui se sont aiguisés depuis longtemps. Il y a aussi des gens qui sont plus durs que lui, ça existe, et qui lui reprochent d'être. Il n'y a pas que Sergueï Shoïgu. Et je pense que dans ce système-là, celui qui échoue, et il est en tout cas pas forcément en train d'échouer, mais en tout cas, il n'est pas en train de gagner après 5 ans de guerre, ce qui est une forme d'échec, je pense qu'il a du souci à se faire. Et ça rentre dans ce cadre-là. Et donc, en fait, il est psychologiquement probablement assez proche de son état en 2022. Ces concurrences-là potentielles sont toujours là. Et il s'en souvient très bien, puisque il y a 2 ans, au moment où Prigojine a tenté de prendre le pouvoir, il a quand même fait face, là, réellement, à quelque chose qui ressemblait beaucoup à une tentative de coup d'État avec des complicités militaires à très haut niveau. Donc, tout ça, il le sait très bien. Parce que bon, il y a toujours ces tentatives de négociation. On a l'impression que c'est au point mort aujourd'hui parce que les États-Unis sont engagés au Moyen-Orient. Mais on a appris aussi que Marco Rubio, hier, donc le secrétaire d'État américain, a téléphoné à Sergueï Lavrov. Donc ça reste tout de même à l'agenda américain. Est-ce qu'on peut espérer effectivement une sorte de cessez-le-feu à un moment donné ou de négociations qui reprennent Vous dites qu'il y a des négociations. Vous pensez qu'il y a des négociations en cours toujours? Alors, factuellement, je pense que ce qu'on sait, c'est que les négociations se sont arrêtées à cause de la guerre en Iran, notamment parce qu'elles avaient lieu, rappelez-vous, aux Émirats arabes unis, donc on ne pouvait plus accéder à ce lieu de négociation. Et aussi, il faut bien le dire, parce que malgré les pressions américaines sur l'Ukraine, la Russie n'a pas su saisir finalement peut-être la porte de sortie que lui ouvrait l'Amérique. Monsieur Trump, même si vous avez raison de dire que les Russes à la fois espéraient l'arrivée de Monsieur Trump et en même temps se méfiaient de lui parce qu'ils pensaient que dans son entourage, il y avait des républicains qui restaient très attachés au soutien à l'Ukraine. Monsieur Trump a quand même offert sur le plan du discours et sur le plan des démonstrations diplomatiques, de véritables cadeaux à la Russie. Rappelez-vous, l'année dernière, la rencontre d'Anchorage, c'est quand même une manière de faire sortir M. Poutine de l'isolement. M. Trump a eu des mots très durs et continue d'avoir des mots très durs contre le président Zelensky. Mais sur le fond des négociations, en fait, la Russie s'obstine à vouloir obtenir par la diplomatie une victoire qu'elle n'arrive pas à avoir par les armes. Et de leur côté, les Ukrainiens résistent à ces pressions américaines au nom d'arguments militaires qui sont tout à fait audibles, puisqu'ils nous disent par exemple que les exigences russes qui consisteraient à reculer le front pour que les 2 régions administratives annexées à la Russie soient entièrement sous contrôle russe, ça voudrait dire que sur un plan militaire, l'Ukraine perdrait les forteresses, les fortifications qu'elle a construites. Donc c'est vrai, il y a une impasse militaire, si vous voulez. Donc je ne vois pas très bien, à part en réalité un cessez-le-feu qui gèlerait le front, mais ça serait pour la Russie un aveu quand même d'échec. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça survienne, malheureusement, mais je vais parfaitement dans votre sens. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a quelques jours, Poutine et Trump se sont parlé,
essentiellement de l'Iran, mais aussi de l'Ukraine. Et il en est ressorti que le principal fauteur de guerre, c'était Zelensky. Mais ce qui est et donc là, de fait, donc, on continue. C'est pas nouveau, ça. Mais, alors, voilà. Absolument. Je poursuis ma réflexion parce que je rebondis sur l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de Zelensky. Et donc, de fait, de plus en plus, les États-Unis se placent non plus comme des honnêtes brokers d'une paix, mais du côté russe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis sont, en fait, de ce point de vue-là, petit à petit, en train de perdre des cartes. Et lorsque Zelensky, vous avez vu, hausse le ton, c'est l'extrait que vous avez diffusé sur les États-Unis, si les États-Unis se placent d'un point de vue rhétorique et politique de plus en plus du côté russe, et s'ils arrêtent, comme c'est le cas, de fournir de l'aide militaire et financière, tout en conservant effectivement un certain nombre de cartes, dont Starlink, eh bien, ils perdent des capacités, tout simplement, à tordre le bras des Ukrainiens, ce qui était la stratégie au départ de la Russie. Et donc, ils sont en train, petit à petit, de s'exclure, certes relativement, mais de cette équation diplomatique. Oui. Moi, je rebondis juste... juste rebondir là-dessus. Je pense que quand même, au sein de l'administration américaine, il y a des voix quand même qui sont divergentes. Voilà. Et de plus en plus. Voilà. Marco Rubio, par exemple, qui justement a appelé il est clair qu'il y a une partie de l'administration qui était prête à donner droit en fait à la Russie sur à peu près tout. Il y en a une autre quand même qui continue à se dire, malgré tout, le combat de l'Ukraine est quand même celui de l'Occident et de l'OTAN. Et beaucoup de ces gens-là sont quand même appuyés par tous les Est européens, parce qu'il faut quand même mesurer que si la guerre en Ukraine s'arrête demain, la Russie va redistribuer ses forces militaires sur le reste du front oriental. Et donc, vous avez Baltes, Finlandais et Polonais qui vont dire mais c'est une menace directe désormais que la Russie... Alors justement, transition toute faite, parce qu'il nous reste 5 minutes et je voudrais absolument, et je vous ferai réagir justement là-dessus, sur ce qu'a dit Dmytro Kuleba, l'ancien ministre de la Défense, lors du World Policy Forum. C'était le 28 avril. On va l'écouter parce qu'il parle justement de cette menace russe pour les Européens. Le fait est que vous n'avez pas besoin d'attaquer l'Europe. Il suffit d'attaquer un seul pays pour mettre l'Europe dans une situation où elle doit décider si elle a été attaquée dans son ensemble ou non. Et si le but de la guerre n'était pas de conquérir un État membre de l'Union européenne, mais de provoquer 24 heures d'hésitation à Bruxelles, au même moment, aux 2 sièges européens, et de montrer à chaque Européen et au monde entier que cette promesse d'unité était en fait une illusion. Est-ce que cela vaut quelques missiles, des drones et la perte de quelques divisions? Je pense que pour le président Poutine, oui. Parce que son objectif est de prouver que l'Union européenne et l'OTAN, en tant que projet, sont faux et basés sur des mensonges. Pascal Jonin. Donc ça, c'est le risque, effectivement, c'est le feu entre l'Ukraine et la Russie. Ça veut dire que l'étape d'après, c'est cette menace russe, qui n'est pas une menace de guerre de conquête, comme le dit Dmytro Kuleba, mais de désintégration de l'Union européenne. L'objectif de Poutine, c'est en effet d'affaiblir l'Union européenne, dont il n'a jamais supporté qu'elle existe. Et qu'en plus, lui ravive alors les 3 États baltes il y a quelques années, l'Ukraine aujourd'hui, l'Arménie demain, la Géorgie. Et on voit bien que tous ces pays qui ne sont pas conquis par l'Europe, et parce que les populations de ces pays veulent aller vers l'Ouest, ça horripile Vladimir Poutine. On sait très bien l'Europe est-elle prête ? Alors, elle est de plus en plus prête. Elle est de plus en plus prête parce que d'un autre côté, Trump a aussi réveillé la torpeur dans laquelle certains Européens, pas les Français, mais certains Européens s'étaient laissés couler après la chute du mur de Berlin. Ça y est, c'est fini, tout va bien, il n'y a plus d'ennemis, etc. On va avoir en effet des pays qui ont changé complètement. Les Polonais sont en train de commencer à sérieusement. Les Finlandais, les Finlandais sont ceux qui ont la plus grosse frontière avec la Russie, je rappelle. Voilà. Dans les États baltes, vous avez plein d'opérations avec des militaires. Les Français y sont présents. Et puis vous avez quand même, il y a 2 mois, le président de la République a fait un discours de dissuasion nucléaire comme ils le font tous ses prédécesseurs, mais en apportant la dissuasion avancée, qui a été reprise par 7 ou 8 chefs d'État et de gouvernement en disant oui, parlons-en, parce qu'en effet, ça serait bien qu'en effet, cette dissuasion nucléaire, la France est dans le seul État de l'Union, pour essayer d'aider ceux qui seraient attaqués si jamais, en effet... Parce que c'est ça la vraie question. Voilà. Est-ce que les Européens seraient prêts à agir, à être solidaires, si Poutine menait une guerre asymétrique, donc pas forcément comme il l'a fait en Ukraine,
dans un des pays européens. Alors, c'est un scénario qui fait peur à beaucoup de monde. C'est ce qui s'appelle la prise de gage, c'est-à-dire dans l'hypothèse du jour d'après, je vous rejoins Guillaume Lagagne, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe si la Russie attaque un petit territoire est-européen qui serait prêt à prendre les armes, voire plus pour ce territoire européen. Mais là où je tempère un peu notre optimisme, c'est en observant ce qui se passe aujourd'hui même. Et s'il y a une certitude, c'est que la possibilité d'affaiblir fortement ou d'arrêter la Russie, elle se joue en Ukraine, et donc en aidant l'Ukraine. Et ce que je constate, c'est que le soutien à l'Ukraine faiblit. Alors, il est toujours là, il y a différents canaux, il y a une sorte de mécanique qui s'est mise en œuvre. Mais si je compare, par exemple, et pardon d'être peut-être un peu rude pour mon propre pays, mais la France et un pays comme le Danemark, petit pays qui consacre un pourcentage non négligeable de son PIB à l'aide militaire et financière à l'Ukraine, eh bien, je constate que nous sommes pas au niveau du Danemark. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui, en fonction de ce que nous faisons, que nous pouvons avoir un indice de ce que nous ferions demain si effectivement, le jour d'après, nous étions engagés dans cette course de vitesse. Et c'est une course de vitesse, en fait. Oui. C'est-à-dire que nous réarmons, mais qui sera prêt à temps, c'est ça la question. Vera Grandseva. Effectivement, je suis d'accord parce que en fait, le calcul de Poutine, c'est pas qu'il sera le plus fort, c'est plutôt le calcul que l'Europe sera faible. Et vu de Moscou, en fait, l'Europe est faible pour l'instant. L'Europe n'est pas unie, et surtout que l'OTAN n'existe plus. En fait, c'est ça aussi que comment Moscou voit aujourd'hui les choses. Donc, c'est très important de montrer effectivement la détermination et des nouveaux formats qui vont montrer à Moscou que toute attaque à un pays européen va avoir une réponse et que Moscou sera arrêté à la frontière de l'Europe. Merci Vera Grandseva, Antoine Vitkin, Pascal Joannin, merci beaucoup. Guillaume Lagagne. On se retrouve demain pour un nouveau débat.